L'approche sociologique, mais il faut aller au bout de l'approche sociologique. Parce que effectivement, il y a des difficultés sociales. Effectivement, il y a une offre idéologique qui a été conçue depuis aujourd'hui près de 2 siècles, enfin, disons, dont le point de départ, ou le nouveau point de départ date d'il y a 2 siècles, et avec une conceptualisation qui, elle, date d'il y a 1 siècle. En gros, tout se joue dans les années 1925, entre Rachid Rida d'un côté et Hassan el-Banna de l'autre. Et puis, dans la sociologie, il y a un autre phénomène. Et c'est pour ça que je dis que l'islamisme est le produit de la modernité. C'est aussi pour ça que je le dis. C'est la transformation incroyable, je dis bien incroyable, la modernisation incroyable des sociétés arabes. Pas seulement arabes, mais prenons les sociétés arabes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans ? Le statut de la femme a été complètement bouleversé. Pas forcément en droit, mais dans les faits. Bon, les femmes avaient, jusque dans les années 50-60, partout dans le monde arabe, puis il y a eu évidemment des différences suivant les pays, 5 enfants. 5 enfants par femme, 5-6 enfants par femme en moyenne. Bon, ce qui voulait dire que y a quelques femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc la moyenne par femme qui avait elle-même effectivement des enfants était encore supérieure. L'accès à l'enseignement primaire était très limité. L'âge moyen au mariage était très bas, 17 ans, 18 ans. Et puis, le statut social de la femme en général était pas forcément très bas, parce que, vu d'Europe, on a tendance à penser que les femmes arabes, les femmes musulmanes sont discriminées. Non, il y a une répartition des rôles, et je dirais même des pouvoirs au sein de la famille, qui est très subtile. Et quand on connaît un peu les familles arabes, on sait que les femmes sont en général pas forcément discriminées. Par contre, elles ont un rôle social. Et la mère était une commanderesse dans la maisonnée. Voilà. Donc il y a une répartition des rôles dans l'espace public, dans l'espace privé, avec une répartition sociale très claire. Bon. Aujourd'hui, où on en est ? On en est à une situation qui est totalement différente. D'abord, la transition démographique a fait son œuvre. Le pays le plus avancé, c'est la Tunisie. Mais maintenant, les pays du Golfe, à part l'Arabie Saoudite, ont rejoint la Tunisie. Donc on est sous 2 enfants par femme. On a, à l'université, dans la plupart des pays arabes, plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire aujourd'hui que les filles sont plus éduquées que leurs pères. Et demain, que les femmes vont être plus éduquées que leurs maris. L'âge moyen au mariage a considérablement reculé, puisqu'il est plutôt de 27 ans. Il est très légèrement inférieur à celui qu'on connaît en Europe occidentale. Et donc, quel est le grand mouvement, la grande dynamique à l'œuvre aujourd'hui dans le monde arabe ? Ce n'est pas l'arriération, c'est la modernisation. Et les femmes sont en train de tout bousculer sur leur passage. Et d'une certaine manière, on peut interpréter l'islamisme, en tout cas le succès de l'islamisme, comme une réponse politique des hommes à la transformation sociale causée par les femmes. Et c'est pas un hasard, évidemment, si l'emblème de ce combat, c'est le voile. Sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam comme une religion française, et c'est une religion française. Hakim El-Karaoui est normalien, agrégé de géographie, conseiller du chef du gouvernement, du Premier ministre, et tout particulièrement Jean-Pierre Raffarin pendant 3 ans, de 2002 à 2005. Et aujourd'hui, nous parlons de l'ouvrage paru chez Gallimard dans la collection Le Débat, dont le titre, encore une fois, est L'islam, une religion française. Hakim El-Karaoui, vous avez évoqué donc ce marqueur identitaire, en réalité il y en a 2, il y a aussi la halalisation des esprits, ce marché qui a émergé, pour parler comme Florence Bergeau-Blaclair, depuis 2 décennies, peut-être un peu plus. Comment, dans votre analyse, percevez-vous
Donc l'émergence du voile qui a suscité tant de polémiques et de focalisation, alors que c'est un épiphénomène en réalité, ça ne l'est plus peut-être, c'est à vous de nous le dire, et puis le fait de consommer halal au-delà d'ailleurs de la nourriture. Ces deux marqueurs, des marqueurs au sens presque géographique du terme, quand on fait des études de géologie et qu'on étudie le karst notamment, on cherche les résurgences. Les petites rivières comme ça qui coulent sous les montagnes. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On met du colorant. Ça, on sait où ça commence et puis après on les retrouve très loin. Le halal et le voile, c'est un petit peu ça en fait. Ça permet de tracer l'influence idéologique islamiste. Pourquoi? Parce que ce sont des réponses politiques. Bon, le voile, il existe depuis très longtemps, mais il a changé de forme et il a changé de nature. Le voile était un voile traditionnel, plutôt d'ailleurs des campagnes, avec d'ailleurs des façons de nouer le voile qui étaient différentes suivant les pays, suivant les régions, suivant la signification sociale. Et puis, mais ça date de la révolution iranienne, le voile est devenu un marqueur politique et d'ailleurs devenu beaucoup plus rigoureux. La révolution iranienne qui a été suivie d'une contre-révolution en Arabie Saoudite. Vous dites à juste raison que l'année 1979 est une année charnière à maints égards. Ah oui, il y a 3 événements majeurs. La révolution iranienne, la tentative de prise de contrôle de la Mecque pendant le pèlerinage, et puis l'invasion des soviétiques de l'Afghanistan, qui va donner derrière une contre-réaction djihadiste financée par les Américains. On connaît l'histoire d'Al-Qaïda, etc. Ce qu'on voit, c'est que dans l'enquête qu'on a faite, on a posé la question du voile et du halal. Et puis, plus profondément, à travers un certain nombre de questions, on a fait une typologie des musulmans de France. Et on a, un peu comme sur le plan social, une situation très différenciée. Parce qu'on a d'abord les 15% de ceux qui sont sortants, 40% qui ont un système de valeurs. Alors on peut contester l'idée même de système de valeurs, on peut contester l'idée même qu'il y a un système de valeurs républicain, mais enfin bon, moi je le prends à mon compte, et ce que je vois, c'est qu'il y a une insertion dans ce système de valeurs. Ce qui ne veut pas dire une sécularisation, parce que ce qui est très frappant aussi, c'est que l'ensemble des musulmans pratiquent beaucoup plus que par exemple les catholiques, infiniment plus, plutôt à 2/3, 70% de pratiques quotidiennes, alors que les catholiques, on est à 5%. On a, je vous dis, une grosse moitié, plus qu'une grosse moitié qui est dans cette insertion paisible. On a un quart des gens qui sont d'ailleurs souvent des immigrés de première génération qui se distinguent par des valeurs très conservatrices, puisqu'on a posé des questions sur la religion, mais aussi sur la relation entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement des garçons et des filles, sur l'héritage, sur l'éducation, etc. Enfin bon, des marqueurs culturels qu'on connaît bien quand on connaît les populations qui viennent du monde arabe, de Turquie et d'Afrique subsaharienne, qui constituent 95% des musulmans. Et puis, donc, très conservatrice, mais pas forcément en rupture. Et puis, on a un autre quart. Le chiffre était 28%, c'est évidemment pas un chiffre fétiche, il y a une marge d'erreur, mais un autre quart qui est beaucoup plus jeune que le reste des échantillons, qui réunit la moitié des moins de 25 ans que l'on a interrogés, et qui, eux, se caractérisent par à la fois une ignorance de la religion très grande, poser quelques questions techniques, disons, et puis une incapacité, enfin plutôt une capacité à utiliser la religion pour manifester une forme de rébellion face aux institutions, face aux normes, face aux valeurs de la société française, qui est particulièrement inquiétante. Un chiffre qui illustre, je pense, au-delà de cette typologie, l'ignorance, pour être précis, poser la question, est-ce que le halal est un des 5 piliers de l'islam ? 40% des gens nous disent oui. Bon. Alors, quand on connaît un tout petit peu le dogme, on sait que tout ça est évidemment totalement faux. Donc, on ne peut que s'interroger sur la signification politique du halal. On a 80% des familles qui veulent des repas de substitution halal à la cantine. On a, je crois, 70% qui n'achètent que de la viande halal.
Et puis on a effectivement, vous l'avez dit, bien au-delà de la viande, de la façon dont elle est sacrifiée, un mode de vie qui s'est installé, le halal voulant dire étant l'opposition du haram, et donc vivre halal veut dire vivre comme un bon musulman. D'une manière licite et permise. Voilà.